Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission. Les journées de la persévérance scolaire approchent à grands pas et ça va être l'occasion pour nous de parler de la situation dans les Laurentides et aussi de ce qu'on peut faire pour contrer le décrochage scolaire. On a donc invité le PREL en troisième entrevue. Notre deuxième invité va nous présenter un nouvel événement hivernal qui va avoir lieu à Sainte-Adèle le 10 février. Et tout d'abord, si vous aimez le ski de fond, la course en sentier, il y a un beau défi qui s'en vient le 16 février qui est l'Ultra Trail Jack Rabbit. C'est au profit des enfants de la région. On reçoit Jacques Aubin, directeur de course, pour nous en parler. Bienvenue. Merci. Belle introduction. Bien, ça me fait plaisir. C'est la deuxième édition de cette course qui va se passer au parc régional Val-David-Valmorin. Oui. Cette année, ça va ressembler à quoi le parcours? À quoi on peut s'attendre? En fait, le parcours, un peu comme l'année passée, pour les coureurs, ça va être un 4,5 km, une boucle qu'ils vont faire pendant 4 heures, 8 heures ou 12 heures. Et on a un nouveau sentier cette année pour les skieurs de fond parce que cette année, on a ajouté le ski de fond qui faisait partie du plan, mais on voulait gérer bien la première année la course à pied. Et cette année, on ajoute le ski de fond. Ils ont un beau 5,5 km de boucle à faire pendant 4 heures, 8 heures ou 12 heures. Donc, du coucher du soleil au lever du jour. Ça se passe la nuit, donc. Effectivement. Qu'est-ce que ça demande comme préparation ou équipement pour faire cette activité-là la nuit? Bien, dépendamment en fait, préparation physique, dépendamment de si on fait 4 heures, 8 heures ou 12 heures, c'est sûr que 8 heures et 12 heures, ça demande plus de préparation physique, des entraînements en renforcement musculaire, en course à pied ou en ski de fond. Par contre, le 4 heures, je pense qu'à peu près tout le monde peut faire ça, puis décider de faire une ou deux boucles. Ils ne sont pas obligés d'être constamment sur le parcours. S'ils veulent rentrer en dedans, prendre une bonne bière et puis manger, bien, ils peuvent le faire. D'ailleurs, ce qu'ils peuvent faire à chaque boucle, là, entrer pour se réchauffer et repartir, oui. Et donc, est-ce qu'on peut faire aussi une combinaison d'activités? Par exemple, faire un peu de ski, un peu de course, un peu de... C'est une très bonne question. Effectivement, quelqu'un qui s'inscrit peut faire les deux activités. Puis, on recommande naturellement aux gens qui viennent d'apporter leur raquette parce qu'on ne connaît pas la situation d'enneigement. Il peut aussi bien tomber une tempête de neige à 1 heure de l'événement. Et là, courir et skier, ça commence à être un peu compliqué. Donc, ça va être en raquette à ce moment-là. Il faut être prêt, dans le fond. Il faut être prêt à s'adapter. Combien de gens est-ce qu'on attend? On attend une centaine de personnes. Notre objectif global, c'est d'en avoir 200. Mais comme c'est un système à levée de fonds, c'est philanthropique, bien, les gens sont des fois un petit peu plus hésitants, mais on commence à se faire connaître. Mais justement, ça m'amène à la question, les gens doivent amasser un certain montant avant de participer, avant d'être admissibles. Quel est-il? C'est 300 $ minimalement. 300 $ minimalement? Oui. Donc, fois 200, ça, c'est l'objectif ultime d'amasser. C'est ça. Puis, en règle générale, quand on regarde les ratios de levée de fonds, il y a des gens qui lèvent 300 $, ils atteignent le minimum. Puis, il y en a d'autres qui vont plus loin, qui lèvent plus de fonds. Donc, on dit qu'avec 200 personnes, on pourrait ramasser 100 000. Et là, justement, ça va aller à 2 organismes qui... Donc, sont pour aider les enfants défavorisés de la région? Absolument. Il y a le premier 50 % s'en va totalement à Centraide-Laurentide pour créer de la vie active ou des équipements ou des interventions pour que les jeunes puissent être actifs à travers différentes œuvres que Centraide couvre dans les Laurentides. Et la deuxième moitié des fonds s'en vont au fond du parc régional du côté de Valmorin, qui développe de plus en plus d'infrastructures et des équipements accessibles gratuitement pour les enfants. Et donc, c'est important pour vous de vous impliquer, donc de joindre l'utile à l'agréable, dans le fond, le sport et d'aider une cause. C'est important pour vous, ça? Ça ne peut pas être autrement. Ça fait partie de mes valeurs de dire, écoute, moi, j'ai de la communauté qui me soutient dans mes événements sportifs. Pour moi, c'est important. Tous mes événements sont associés avec Centraide-Laurentide. Donc, à tous les événements, on remet des fonds à Centraide. Et diriez-vous que la course comme ça d'hiver, c'est un sport qui est populaire, qui est en croissance, qui est à connaître davantage dans les Laurentides? La course en sentier, l'hiver, il y en a de plus en plus. La course sur route, ça se maintient toujours. Je pense qu'il y en a toujours eu. Les gens font de la course à pied 12 mois par année. En sentier, ça gagne à être connu, mais de nuit, c'est assez nouveau là, qu'on ait des événements de nuit. Je pense qu'on en a 2 au Québec qui se passent de nuit, dont un dans la région du Lac-Saint-Jean et le nôtre ici. Ouais.
Donc, c'est quand même assez... on est chanceux d'avoir ça ici dans les Laurentides. Oui, vous êtes pas mal chanceux. Vous êtes pas mal chanceux que je souffre de maladie mentale. J'ai pensé à ça tout le temps de la COVID, là, quand est-ce qu'on va pouvoir partir cet événement-là. Puis c'était tout réfléchi au grand complet. Et donc, vous me parliez tantôt du loup aussi. Pourquoi il y a un loup sur le logo de l'événement? Bien, le logo de l'événement, le loup, c'est que c'est les nuits de la grande constellation qu'on appelle. Et pour les Amérindiens, c'est la nuit des loups. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le loup comme logo. Et ce sont naturellement les nuits les plus dégagées et les plus froides de l'hiver d'habitude. Là, autour du 15 au 18 février approximativement, là, ce sont les nuits les plus froides. Ouais. Et vous avez choisi de faire ça quand c'est le plus froid? Un défi, c'est un défi. Mais dans le fond, si c'est plus chaud, c'est moins agréable. Hein? On a déjà chaud en faisant de l'exercice, donc c'est préférable que ce soit un petit peu plus froid. Oui, puis l'avantage, c'est que c'est des boucles. C'est pas comme s'ils partaient sur 100 km puis revenaient. C'est vraiment des boucles de 4,5. Fait que si on froid ou si on chaud, même en courant, parce que même malgré le froid, tu peux avoir chaud parce que tu t'habilles trop, mais tu peux rentrer à l'intérieur, te changer tes bas, te changer pour être toujours au sec. Donc c'est bien organisé. Puis ça ressemble à quoi l'ambiance là-bas? C'est vraiment le fun. Les gens ont du plaisir. C'est très camaraderie. L'année passée, on a vécu une expérience absolument incroyable. J'ai vu des gens revenir au matin puis voir le lever du jour se faire devant leurs yeux après une nuit très étoilée, très froide, puis voir des gens arriver avec des larmes gelées ses joues parce qu'ils étaient contents d'avoir vécu cette expérience-là. J'imagine aussi que c'est un dépassement de soi, là, je veux dire, tout dépendamment. Des fois, on peut être un débutant, faire 4 heures pour nous, c'est quelque chose de très bien. Ou quand on est plus avancé, expert, 12 heures, c'est quand même une bonne durée aussi. C'est un beau défi. Oui, à partir du moment où on s'inscrit à quelque chose comme ça, puis qu'on rechausse ou on porte des équipements sportifs pour aller faire ça, c'est un défi en commençant. Déjà, on relève quelque chose de spectaculaire. Moi, je trouve ça tellement extraordinaire que les gens embarquent dans des défis comme ça. C'est le fun de voir ces gens-là relever des défis, être fiers d'eux, puis porter avec eux l'estime d'eux-mêmes après. Ça transforme des gens. C'est vrai. Oui. Le sport, c'est ce que ça fait en général. Exact. Hein? Exactement. Et donc, on a jusqu'à quand pour s'inscrire? Jusqu'au 11 février. Après ça, il va être trop tard. Il va être trop tard, donc on fait vite et on va sur... vous avez un site web pour l'inscription? Exactement, qui se nomme événementtopchrono.com. Et vous allez en même temps remarquer qu'on a d'autres événements de course tout au long de l'année dans la région des Laurentides. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet événement-là et on vous souhaite tout le succès que vous désirez. Bien, merci beaucoup. On fait une courte pause. Au retour, on parle de l'événement Mitaines et bas de laine qui est tout nouveau à Sainte-Adèle. Restez là. La Ville de Sainte-Adèle organise pour la première fois l'événement Mitaines et bas de laine le 10 février prochain, mais ce n'est pas une journée de tricot, non, mais bien une journée d'activité extérieure pour toute la famille. Et nous recevons Sabrina Pelletier de la Ville de Sainte-Adèle pour nous en parler. Bienvenue à l'émission. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Tout d'abord, Mitaines et bas de laine, moi, ça m'a fait beaucoup rire, ce nom-là. Ça vous est venu comment, l'idée d'appeler ça Mitaines et bas de laine? Bon, on cherchait quelque chose de très cosy, de très familial, là, qui ferait justement un petit peu rire, là, puis qui ferait différent parce qu'on a beaucoup de villes autour qui organisent des activités hivernales. Donc, on cherchait quelque chose pour se distinguer un peu. Donc, c'est vraiment d'encourager les gens à mettre leur mitaine, leur bas de laine, leur petite laine, puis venir jouer dehors là, au parc Claude-Henri Grignon derrière la place des Citoyens. Donc, il y a une petite compétition là, entre les villes pour attirer des gens. Oui, bien, on le voit, hein, l'hiver est de plus en plus court, les conditions météo, donc on a pas mal tout le temps les activités un peu en même temps. Donc, on veut vraiment se démarquer là, pour organiser différents événements pour nos citoyens.
Et avant, bon, il y avait le Ice Fest qui était organisé par la Chambre de commerce. Et maintenant, avec Mitaine et Bas de laine, là, ça se différencie comment, là, comme genre d'événement? Bien, le Mitaine et Bas de laine, c'est vraiment une activité qui est familiale. Donc, on veut vraiment encourager les familles, tant les tout petits que les ados, les aînés, à venir profiter des infrastructures hivernales. Donc, on n'est pas juste en soirée, on est vraiment sur un après-midi. Et c'est sûr qu'il y a des activités qui se poursuivent là, tout au long de la soirée et qui finissent par un magnifique feu d'artifice là, aussi à 20h. Ça, on aime ça. Oui. Mais justement, ça se passe au parc Claude-Henri Grignon. Oui. Ça commence à 13h l'après-midi en famille. Donc, on a au programme plusieurs choses à faire. Là. Oui, c'est ça. Dans le fond, ça commence à profiter des activités hivernales. Donc, sur place, on a la glissade de glace double, on a la butte de glisse, on a le sentier de patin, la patinoire à bande. Donc, ces infrastructures qui sont là pour profiter tout au long de l'hiver. C'est sûr qu'on va avoir de l'animation avec de la musique. On va avoir aussi un camion de rue queue de castor là, pour ceux qui ont une petite fringale. Donc, menu sucré-salé, poutine, hot dog, frites, mais aussi les traditionnels queue de castor pour se sucrer le bec. À 2h de l'après-midi jusqu'à 6h, on a une activité qui est la découverte de l'art du DJ qui est offerte par le Loop hivernal dans un igloo géant qui va être chauffé, éclairé. Donc, on a une douzaine de stations là, à l'intérieur où les gens vont pouvoir venir essayer, mixer un petit peu de la musique. Donc, vraiment démystifier ce métier qui est peu connu. Ça s'adresse principalement aux ados, mais toute la famille là, peut y participer. C'est ça que j'allais demander, parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, moi, j'aimerais ça essayer ça. » Mais là, c'est écrit pour les ados, mais on peut tout le monde peut l'essayer. C'est sûr que c'est la clientèle cible, mais même les parents, s'il y a des gens qui sont curieux ou des plus jeunes un peu, là, on accepte tout le monde, bien entendu. Par la suite, à 16h, on tombe plus dans la petite soirée disco. Donc, on a de l'animation, un DJ, de la musique là, sur le sentier de patin, et puis on va allumer les flambeaux là, à la noirceur, et ça se clôture par le feu d'artifice à 20h. Ouais. Les soirées disco, c'est de la musique disco ou c'est pas... C'est pas uniquement disco, c'est de la musique qui bouge, là. Fait que c'est vraiment l'objectif d'avoir plus des couleurs flash, s'il y en a qui veulent apporter des petits colliers lumineux ou des choses comme ça, on les encourage, mais c'est pas uniquement disco, non. Et comment vous choisissez les activités que vous mettez au programme, pour être certain de plaire à tout le monde? C'est pas évident, là. Non, c'est pas évident. C'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il va y avoir une clientèle qui va peut-être être différente un peu pour les activités de l'après-midi, qui sont un petit peu plus libres, donc profiter vraiment des plaisirs de l'hiver. Le but, en fait, c'est d'encourager les gens, donc d'animer un petit peu, d'encourager les gens à venir découvrir leur parc puis les infrastructures qui sont disponibles tout au long de l'hiver. Donc, c'est un petit plus, un petit peu des fois à dire « Ah, il fait pas beau » ou « Ah, il fait froid », mais là, comme on a un petit plus, on a un petit camion de rue, on a une petite activité. On va avoir la mascotte Grignotte aussi que j'ai pas parlé, mais qui va être sur place pour les tout-petits. Fait que c'est vraiment d'encourager les gens, un petit bonus à sortir et profiter de ce qui est déjà en place tout au long de l'hiver, en fait. Là. Parce qu'on peut avoir tendance à vouloir, c'est ça, rester enfermé. Hein? Je veux dire, il y a des gens qui sont très motivés, qui vont sortir dedans, mais il y en a d'autres qui, ça leur tente moins, puis tout ça. Puis d'avoir ces activités-là, ça va les forcer à... Exactement. Le nez dehors. On aime ça faire de l'animation, mais on aime ça aussi se dire qu'on est facilitateur. Donc, c'est donner un petit plus pour profiter de ce qui est déjà là, dans le fond. Là. Puis d'ailleurs, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à Sainte-Adèle, puis c'est bien de le rappeler aussi. Je sais que le défi Château de neige, mais ça, c'est partout au Québec. Oui, c'est partout au Québec, mais justement, là, si la température est propice, on va pouvoir aussi participer au défi Château de neige lors de l'événement. Il y a des zones qui vont être dédiées à ça, s'il y en a qui veulent créer des forts, des bonhommes de neige, etc. On a aussi, j'en ai pas parlé, mais des modules qui sont là aussi, des modules de neige. Donc, on a une course à obstacles qui a été faite par Archipel, une petite glissade aussi pour les tout-petits. Puis, je parle d'Archipel parce que eux, ils organisent présentement dans le secteur Mont-Roland, donc à l'usine Roland, un flocon de neige géant pour leur 20e anniversaire, donc qui va être disponible pour être visité tout au long du mois de février. Mais le 17 février, ils organisent une espèce de danse aquarelle pour inaugurer le flocon. Donc, s'il y en a qui veulent l'information, là, c'est disponible sur notre site Internet. Ça promet d'être vraiment intéressant. Donc, un flocon en neige. En neige, le géant qui va être un peu comme un labyrinthe. Là. Donc, ça va être... se promener. Oui, on va pouvoir se promener dedans. Il va y avoir même, c'est ça, une danse. On invite les gens à s'habiller en bleu le 17 février et à venir faire une petite chorégraphie, là, comme si c'était des gouttes d'eau dans un flocon de neige. Donc, vraiment une démarche artistique là, que ça fait comme près d'1 an qu'ils réfléchissent de leur côté, qui sont nos partenaires aussi pour le parc Claude-Henri Grignon. On a aussi, bien entendu, le Lacron, où est-ce qu'on a un anneau de marche là, qu'on peut se promener là, durant la saison hivernale. Et 2 magnifiques parcs pour profiter du plein air, donc que ce soit de la raquette, du ski de fond, du fat bike. On a le parc du Mont-Loup-Garou et on a aussi le parc de la rivière Doncaster.
Et Parc Lépine. Parc Lépine aussi, oui, avec la patinoire une autre patinoire à bande. On a le magnifique petit train du Nord qui se promène aussi sur notre territoire, donc encourager les gens à aller faire du ski de fond. Et 2 stations de ski aussi, là, le ski Chanteclair et le sommet Mont-Gabriel. Évidemment, le ski, ça, c'est très populaire. Très populaire, évidemment. Cette année, bon, l'hiver est un peu spécial, par exemple. Là. Donc, c'est important de vérifier peut-être des installations hivernales avant de s'y rendre. Comment on peut faire ça? Bien, sur notre site Internet, donc sur le site Internet de la Ville de Sainte-Adèle, on a un onglet dans la section de gauche qui est écrit Sport d'hiver. Donc, vraiment, cliquez là-dessus. Vous allez avoir l'ensemble des infrastructures qui sont listées et à tous les jours, c'est mis à jour. Donc, c'est ouvert ou fermé avec des petites notes aussi sur les conditions. Donc, parfois, on peut dire, par exemple, que le lacron est ouvert, mais un petit peu raboteux. Donc, faire attention, soit porter des crampons ou être un peu plus vigilant. Il faut quand même être prudent. Donc, en terminant, est-ce que, cette activité-là, le mitaine et bas de laine, c'est ouvert à tout le monde? Là? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Donc, des tout petits aux plus vieux, aux résidents de Sainte-Adèle, à ceux qui viennent passer le week-end dans la région. Tout le monde est le bienvenu. On vous attend dès 13h au Parc Claude-Henri-Grignon. On a très, très hâte là, de vous montrer nos différentes activités. Est-ce qu'il y a des frais? Non, c'est gratuit, pas de réservation. Donc, vous pouvez vous présenter à l'heure que vous voulez selon les activités qui vous intéressent. Donc, mitaine et bas de laine, le 10 février, c'est à mettre à l'agenda pour sortir, prendre l'air. C'est bon aussi de s'exposer à la lumière. C'est prouvé là, que ça aide contre la petite déprime de l'hiver. Ça passe beaucoup plus vite quand on passe du temps à l'extérieur. Ça, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup d'être passé nous voir. On vous souhaite un bel événement. Est-ce qu'on a des objectifs d'achalandage? Est-ce qu'on aimerait dire, bon, je veux tant de milliers de personnes ou on y va pas? Non, il ne va pas nécessairement là. C'est sûr que si on vise peut-être, si on a 1000 personnes, on serait quand même bien heureux. Ça dépend toujours de la température, s'il fait froid, s'il fait ça. On souhaite une petite neige puis une température confortable. C'est ça qu'on peut souhaiter. Et beaucoup de plaisir. Oui, évidemment. Quelque chose de très, très, très romantique. Merci beaucoup. Bon succès. Et ne bougez pas parce que dans quelques instants, on vous propose des façons d'encourager les enfants à poursuivre leurs études et tout ça dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. On reçoit le PREL. Partout au Québec, du 12 au 16 février, vont avoir lieu les Journées de la persévérance scolaire. C'est la 20e édition déjà de cet événement. C'est très important de le souligner. Et dans les Laurentides, on a l'organisme partenaire pour la réussite éducative dans les Laurentides. Et nous recevons aujourd'hui Valérie Pichot, nouvelle directrice générale. Oui. Bienvenue à l'émission. Merci. Merci de m'inviter. Ça me fait plaisir parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental dans notre société, la persévérance scolaire. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est la persévérance scolaire? Alors, c'est un terme qui est beaucoup galvaudé. Ben voilà. Et la persévérance scolaire, si on regarde vraiment que le terme lui-même, ça se mesure par certains indicateurs, comme par exemple le taux de diplomation après 5 ans, 6 ans ou 7 ans. Ceci dit, ce terme s'est développé et maintenant on préfère parler de persévérance éducative, de réussite éducative, qui est un terme qui englobe beaucoup plus en fait que la persévérance scolaire, puisque la réussite éducative, en fait, c'est ce qui permet de donner le plein potentiel à chaque personne. Et c'est pas uniquement au niveau académique, c'est au niveau social, au niveau émotionnel, au niveau sportif, au niveau à tous les niveaux. Donc, en quelque sorte, la réussite éducative, c'est ce qui permet de dire que on devient un citoyen accompli. Alors, certes, la persévérance scolaire, ça se mesure. La réussite éducative, c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Presque un peu l'indice de bonheur, si vous voulez. Oui, mais c'est ça. Mais là, ça fait vraiment le tour de l'individu, de tout, pas seulement les études, dans le fond. Complètement. Alors, c'est ça. Maintenant, c'est ça qu'il faut dire. Réussite éducative. C'est plus complet, c'est plus bienveillant et c'est plus inclusif. Oui. Plus inclusif. Oui. Et comment ça se passe dans les Laurentides en termes de réussite éducative selon les plus récentes données?
Les chiffres sont très bons. Il y a toujours possibilité de s'améliorer, mais c'est l'objet d'une grande fierté dans les Laurentides et pour l'organisme le PREL pour lequel je travaille. Pourquoi ? Parce que il y a 15 ans, les Laurentides occupaient la 3e dernière place dans le classement de taux de diplomation des régions du Québec. Et puis maintenant, nous sommes, suivant l'indicateur, à la 3e ou à la 2e place. Donc, c'est vraiment un grand succès, ce taux de diplomation et de qualification, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait parler de réussite éducative. Oui. Là, au moins, on a quelque chose de fixe. Et surtout, ce qui est vraiment remarquable, c'est le taux de progression. Et là, vraiment, les Laurentides, quand on regarde les graphes, on est vraiment complètement la région qui a le taux de progression dans le taux de diplomation le plus important au Québec. Donc, c'est une grande fierté. Comment on a réussi à faire ça, passer du fond du classement au sommet, dans le sommet du classement? Comment on a fait ça? Il y a plusieurs choses, bien sûr. C'est pas un seul organisme ou une seule personne ou un seul corpus qui est responsable de ce succès. C'est toute une communauté, toute une société qui est responsable. Alors déjà, on peut dire qu'il y a des facteurs favorisant la réussite éducative, par exemple, le fait que socialement, je dirais, la possibilité pour les jeunes d'aller au cégep, d'aller à l'université. Ça, c'est un facteur favorisant. Le taux d'emploi aussi est un facteur favorisant. Qu'est-ce que vous voulez dire par taux d'emploi? C'est l'inverse du taux de chômage, si vous voulez. Donc, quand une région favorisée, économiquement plus favorisée. Plus favorisée, on va dire. OK, on va le dire plus voilà, comme ça. Donc ça, il y a des facteurs favorisants. Et puis, à côté de ça, c'est pas non plus une fatalité. Donc, il y a aussi tout ce que peut faire une communauté pour aider les jeunes à persévérer et à réussir. Et là aussi, c'est vraiment une des grandes fiertés du PREL parce que depuis sa création, depuis 20 ans, il y a vraiment eu une énorme mobilisation de l'ensemble de la communauté. Nous, on considère, si vous voulez, que le jeune est au milieu d'un espèce de triangle, communauté, famille, parents et monde scolaire. C'est-à-dire que tout le monde est responsable de la réussite éducative des jeunes. Pas que le monde scolaire. Bien sûr, C'était une question que je voulais vous demander, justement. On a tendance à penser, c'est l'école, ça, qui s'occupe de ça. C'est pas que l'école. C'est le rôle de tout le monde, de tout un chacun. En tant que parent, bien évidemment, le parent a un rôle à jouer dans l'image qu'il va donner de l'éducation à ses enfants, de l'importance du diplôme qu'il va lui communiquer, de l'encouragement qu'il va donner à son enfant. La communauté, c'est la même chose. Elle peut aussi avoir un rôle, et elle doit avoir un rôle. Et elle joue un rôle dans les Laurentides pour aider tous ces jeunes à persévérer et à progresser et à atteindre leurs rêves. Donc c'est ça, je veux dire, l'ensemble de la communauté. C'est trop facile de dire que c'est l'école, c'est que l'école. Absolument pas. C'est la communauté. Et la communauté, c'est qui, ça? C'est tout le monde, c'est nous. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc, c'est effectivement, comme je vous dis, c'est le triangle, monde scolaire, c'est les parents et c'est tous les autres. Tous les autres. Et tous les autres, c'est bien évidemment les organismes communautaires qui aident les jeunes, certains vulnérables, d'autres moins, mais ça peut être aussi les élus. Ils ont un rôle, je dirais, très important aussi à jouer, comment dire, de visibilité et ils prennent la cause aussi à cœur. C'est aussi bien évidemment... j'ai un trou de mémoire. Les employeurs. Merci, les employeurs. Parce que ça aussi, c'est important. Les employeurs jouent un rôle aussi majeur puisque on travaille beaucoup sur tout ce qui est conciliation études-travail. Et au PREL, bien évidemment, nous sommes favorables à ce que les jeunes travaillent en même temps qu'ils conduisent leurs études, parce que c'est un facteur de développement et favorisant. Le seul bémol qu'on y met, c'est que cet équilibre, il y a un équilibre à trouver. Faut pas travailler trop, non? Faut pas travailler trop. Parce que là, effectivement, les études montrent qu'au-delà d'un certain nombre d'heures travaillées, il y a un impact négatif sur le taux de réussite. Donc, c'est ce juste équilibre. Et là, l'employeur aussi
un rôle à jouer. Simplement en respectant aussi les horaires du jeune, s'il a des examens, s'il a un moment un petit peu plus difficile, d'arranger son horaire avec lui. Et puis aussi de lui communiquer que sa place première, c'est bien de travailler, mais sa place première, elle est à l'école. Et bien voilà. Puis avec la loi maintenant qui protège les enfants aussi, ça va aider, ça. Ça a aidé, tout à fait. Ça a aidé surtout les plus jeunes, puisque la loi a mis un âge limite à 14 ans pour commencer à travailler. En revanche, pour ceux qui sont un petit peu plus vieux, ceux qui sont au cégep, même à l'université, là aussi, les employeurs ont un rôle. Parce que ces jeunes-là, eux, n'ont pas de limite par rapport à leur travail. Donc c'est là où la communauté, dont les employeurs, joue un rôle majeur. Oui, tout à fait. Et ce que j'aime sur le site des Journées de la persévérance scolaire, il y a toutes sortes d'outils qu'on peut utiliser. On peut participer concrètement en utilisant différents outils, évidemment promotionnels, mais j'ai vu aussi qu'il y avait des certificats qu'on peut remettre à des jeunes, même des organisations. Oui. C'est intéressant. C'est très intéressant et c'est très utile. Et ça correspond à ce que nous on dit, c'est chaque geste compte. Et faisons le parallèle avec chacun d'entre nous. Quand on reçoit un message positif de félicitations, d'encouragement, on est beaucoup plus porté à persévérer, à continuer que forcément si on vous dit tout le temps bah non c'est pas bien papi ou qu'on vous dit rien, vous savez pas où vous en êtes, que ces outils sont là pour concrétiser des gestes d'encouragement et des gestes positifs pour les jeunes. Ils peuvent être utilisés bien sûr dans le cadre scolaire, mais ils sont utilisés aussi dans les organismes communautaires, également par les parents. Mettre un petit mot dans la boîte à lunch de son jeune, bonne chance, je pense à toi, ça va bien se passer. Et c'est pas grand-chose, mais ça a un impact incroyable. Énorme. Puis il y a aussi, j'ai vu qu'il y avait, à part les certificats, des cartes postales qu'on peut envoyer. Il y a plein de choses comme ça. Donc, d'aller voir dans la section participer, là, il y a plein d'outils qu'on peut faire, des activités aussi avec les jeunes pour les aider à comprendre que c'est important de persévérer. Et aussi, il y a le jeudi persévère. Je voulais en parler avant de terminer, le 15 février. Le 15 février, le jeudi persévère. Donc, vous êtes un peu en avance. C'est ça. C'est parce qu'on laisse voir que j'ai mis du vert. Ah, c'est trop gentil. Bon, vous avez vu, j'ai mis le ruban. Oui, j'ai vu. Le jeudi persévère, c'est aussi... l'idée est venue du PREL. Donc, là aussi, c'est une fierté. Ah oui? Et maintenant, c'est quelque chose qui existe au niveau national. Donc, nos collègues d'autres régions ont repris l'idée. Et là aussi, c'est très symbolique, mais c'est de montrer à l'ensemble de la communauté qu'on porte le vert et on est là pour les jeunes. Donc, le message, c'est en fait, habillez-vous de vert. Vous pouvez, si vous avez un bâtiment public, et vous pouvez l'illuminer de vert. Vous pouvez faire des jeux autour du vert. Il y en a qui mettent des perruques vertes, une cravate verte, des chaussettes vertes. Peu importe. Mettons le vert à l'honneur de manière à ce que toute la communauté, tous les jeunes voient qu'on est derrière eux. Merci beaucoup, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'être venu nous voir et on vous souhaite une très belle semaine de la persévérance scolaire, de la réussite éducative, tiens, on va le dire comme ça. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup à vous. C'est déjà tout pour l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié notre contenu et on se retrouve pour une prochaine émission.